Cet exposé s'intitule Évolution donc, et cancer, un titre qui pourra peut-être sembler peut-être un petit peu surprenant, puisque au final, on peut se poser la question de savoir quels sont les liens entre les sciences de l'écologie et de l'évolution, la façon dont les espèces évoluent par sélection naturelle, etc., et puis le cancer. Et en fait, je commencerai cette présentation par rappeler une citation que vous connaissez sans doute tous, celle de Dobzhansky en 1973. Selon ce biologiste, eh bien, rien n'a de sens en biologie si ce n'est à la lumière de l'évolution. Et comme nous allons le voir aujourd'hui, le cancer n'est absolument pas une exception. C'est même un pur problème de biologie évolutive depuis son origine même dans l'histoire de la vie, comme nous allons le voir, jusqu'à son développement en temps réel chez une personne qui est malade. Alors, figurez-vous que les premiers papiers qui présentent le cancer comme un problème de biologie de l'évolution ne sont pas récents, hein, puisqu'ils datent du milieu des années 70, avec un article dans Nature et un dans Science. Mais paradoxalement, il faut croire que les esprits n'étaient pas prêts à cette interdisciplinarité, et ces articles sont quasiment passés inaperçus, et ça fait que relativement peu de temps, une grosse dizaine d'années, j'ai envie de dire, que l'on réalise pleinement à quel point l'adoption d'une vision évolutive ou évolutionniste du cancer permet de considérablement améliorer notre compréhension de la croissance des tumeurs, de mieux prévenir le cancer et, comme nous le verrons dans la dernière partie de cet exposé, même d'imaginer, d'aider à concevoir des nouvelles thérapies pour lutter contre le cancer. Et en fait, ce lien fort avec les sciences de l'évolution vient du fait que rien que par sélection naturelle à l'intérieur de la tumeur et de l'organisme, certains ont appelé ça la sélection oncogénique, mais c'est rien d'autre que de la sélection naturelle à cette échelle très particulière du vivant, eh bien, on peut expliquer le caractère potentiellement de plus en plus agressif du cancer au cours du temps, que la sélection naturelle va nécessairement favoriser les variants qui sont capables de faire pousser des vaisseaux qui apportent oxygène et nutriments à la tumeur, donc la néoangiogénèse, ceux qui sont capables d'échapper au système immunitaire, puisque les autres sont tués. La sélection peut également favoriser ceux qui sont capables d'installer des foyers cancéreux secondaires, les fameuses métastases, et sans doute l'exemple le plus emblématique, en tout cas problématique, de cette sélection, eh bien, c'est la résistance à nos thérapies, donc un processus que l'on peut représenter comme ceci. Alors ça, c'est la vision du passé. On a donc quelques cellules qui déraillent, qui commencent à initier une tumeur. La tumeur grossit, elle est détectée par les oncologues, on décide de la traiter, on met en place un traitement qui est relativement efficace, capable de tuer quasiment toutes les cellules cancéreuses, et puis pour des raisons plus ou moins bien comprises à l'époque, on peut assister à une rechute plus tard, quelques mois, quelques années plus tard. Mais ce même processus devient beaucoup plus lumineux si on y met justement un regard darwinien, où là on s'aperçoit que le processus cancéreux n'est rien d'autre qu'une machine à produire de la diversité. Dans une tumeur de quelques grammes, il y a plus de diversité qu'il n'y en aurait entre tous les hommes de la planète si on prend en compte les critères génétiques, épigénétiques, cytogénétiques. Et donc en fait, cette diversité est un vrai problème, puisque nos thérapies vont tout simplement venir sélectionner les variants résistants, et s'il y a une rechute, eh bien, ce sera principalement à partir de ces variants résistants, représentés ici en rouge, et comme vous pouvez l'imaginer, si on n'a pas d'outils pour tuer les cellules rouges ici, eh bien, on ne pourra qu'assister impuissant au décès de la personne, et c'est la raison principale pour laquelle nous mourons du cancer aujourd'hui, parce que nos thérapies, telles qu'elles sont appliquées, il faut bien sûr les appliquer, ne me faites absolument pas dire ce que je n'ai pas dit, mais nos thérapies telles qu'elles sont appliquées aujourd'hui conduisent souvent, très souvent, à sélectionner les variants résistants et nous amènent dans l'impasse. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions, on le verra à la fin de l'exposé. Mais au final, quelle est l'origine du cancer? Le cancer existe dans toutes les classes de vertébrés. Et ce n'est pas un phénomène récent, on trouve même des traces de cancer chez des dinosaures du Jurassique. Le cancer est connu également chez des invertébrés, tels que des mollusques, des insectes et même des hydres tumorales, que j'ai d'ailleurs dans mon laboratoire en ce moment. Et d'une façon générale, pour les biologistes de l'évolution, le cancer est une maladie qui est apparue il y a plus d'un demi-milliard d'années avec l'émergence des organismes multicellulaires. Alors, cette sélection, cette aventure évolutive, la mise en place de la multicellularité, a nécessité la sélection de mécanismes assurant une certaine cohésion sociale des cellules dans votre corps. On peut réellement dire que vos cellules sont responsables socialement. Lorsqu'elles sont dangereuses, elles se suppriment, par exemple. Et donc, la mise en place de toutes ces adaptations, qui sont finalement rien d'autre que des adaptations anti-cancer pour éviter l'échappement d'un clone à tendance égoïste, est mise en place sur des millions d'années et a conduit effectivement à cette fantastique diversification
des organismes multicellulaires que l'on observe par la suite. Je prends souvent une analogie. Lorsque l'homme a été capable d'inventer les freins, c'était une invention absolument fantastique. On a été capable de la décliner de différentes façons, tout ce qui avait besoin de freiner, des voitures, des vélos, des avions, etc. Donc c'est une adaptation absolument fantastique, mais aussi fantastique soit-elle, c'est exactement comme les freins, lorsqu'elles ne fonctionnent plus, quelle qu'en soit la raison, eh bien, on rebascule dans cet égoïsme unicellulaire ancestral, et c'est avant tout ceci la définition du cancer, c'est-à-dire de l'unicellularité à la multicellularité sur des temps évolutifs, et un retour en temps réel à une forme d'unicellularité fonctionnelle, et à ce moment-là débute une aventure de biologie évolutive en temps réel à l'intérieur du corps, dans lequel, bien sûr, au cours du temps, la sélection naturelle va continuer de favoriser au sein des cellules cancéreuses des adaptations qui leur permettent d'exceller dans l'art de la malignité. Alors, le cancer est une maladie ancestrale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est apparue il y a plus d'un demi-millénaire d'années, mais paradoxalement, c'est une nouvelle histoire à chaque fois, puisque dans l'immense majorité des cas, pas toujours, on va le voir tout à l'heure, mais dans l'immense majorité des cas, eh bien, le cancer n'est pas transmis entre les générations ou entre les individus. C'est-à-dire que le résultat génétique produit par le processus cancéreux va disparaître à chaque fois avec le décès de la personne, qu'il s'agisse d'un décès dû au cancer ou d'autre chose finalement. Dès lors, pour les biologistes, il est, en tout cas de l'évolution, est tout à fait interpellant d'essayer de comprendre comment est-ce possible d'avoir, à partir d'une seule cellule qui déraille, puisqu'une tumeur à la base est initiée par une cellule, qui devient une cellule voyou, eh bien, comment est-ce que c'est possible en quelques mois ou en quelques années d'avoir un système coopératif complexe, un écosystème dans l'écosystème avec de grandes similarités entre les organes, entre les individus et même entre les espèces? Eh bien, il y a a priori deux solutions biologiques pour réaliser une telle prouesse. La première est une convergence évolutive très forte, hein, c'est-à-dire que finalement, seules les cellules cancéreuses qui arriveraient à se structurer de cette façon très particulière qu'est la tumeur solide, arriveraient à perdurer par rapport à l'adversité du système immunitaire, hein, puisque les cellules cancéreuses ne sont pas les bienvenues lorsqu'elles se développent dans le corps, et tout laisse à penser que les seules qui arrivent à perdurer sont celles qui se structurent de cette façon-là, ce qui expliquerait qu'il y a une ressemblance finalement entre les tumeurs au final, hein, donc en fait un processus de convergence évolutive. N'oubliez pas qu'on ne voit que les cancers qui ont réussi sur on ne sait combien de candidats chaque jour qui essayent dans votre corps. Certains vont essayer et vont stagner tout simplement parce qu'ils n'auront pas la bonne combinaison au bon moment, hein, et donc c'est vraiment un concours de circonstances qui fait que le cancer, avec le micro-environnement dans lequel se développe la tumeur, certaines combinaisons seront en permanence en adéquation et permettront d'arriver, hélas, jusqu'au stade ultime, le stade métastatique. Et l'autre hypothèse, eh bien, c'est l'hypothèse dite atavique du cancer, qui stipule que le cancer correspondrait à la réactivation de programmes ancestraux sélectionnés pendant le précambrien. Donc à cette époque de la vie sur Terre, beaucoup des organismes étaient unicellulaires, et pour faire simple, la seule chose qu'on leur demandait, entre guillemets, était de proliférer tant qu'ils pouvaient dans des conditions souvent adverses, et toute cette multicellularité s'est finalement mise en place à partir de ces organismes unicellulaires. Alors, il ne fait aucun doute que si la sélection naturelle travaillait comme un parfait ingénieur, elle aurait certainement purement et simplement éliminé bon nombre des adaptations de ces unicellulaires pour bâtir une multicellularité parfaite et fonctionnelle. Le problème de la sélection naturelle, c'est qu'elle ne travaille pas comme un parfait ingénieur, mais plutôt comme un bricoleur aveugle et dépourvu de tout sens moral qui ne fait qu'optimiser une situation par rapport à l'étape d'avant, mais sans agenda à long terme, sans objectif. Et dans ce cadre-là, eh bien, certaines des adaptations de ces unicellulaires n'auraient pas été complètement éliminées. Nos génomes seraient là toujours plus ou moins enfouis, et leur réactivation accidentelle conduirait à cette situation finalement ubuesque dans laquelle des organismes complexes et modernes comme vous et moi seraient soudainement en compétition avec des entités vivantes qui disposent d'adaptations du précambrien, ce qui permettrait peut-être au passage même d'expliquer pourquoi les cellules cancéreuses sont si à l'aise dans des environnements acides et anoxiques, puisque c'est des conditions qui étaient souvent prévalentes à cette époque. Alors aujourd'hui, on ignore finalement quelle est la proportion
de cancer qui dépendraient uniquement de la réactivation de ces programmes ancestraux pour se développer par rapport à ceux qui finalement n'en auraient pas besoin du tout, puisqu'en termes évolutifs, tout ce qu'il nous faut en théorie, c'est de la variabilité héritable au départ pour que le processus s'enclenche. Donc sans doute, la réalité est plus ou moins entre les deux et dépend des cancers. Alors si ce thème de recherche vous intéresse, il y a des papiers fascinants qui sont sortis ces dernières années. Dans PNAS, nous avons également publié relativement récemment sur ce thème également. Alors, les biologistes de l'évolution s'intéressent également à l'évolution des cancers transmissibles. Donc là, je ne parle pas des cancers qui ont une origine infectieuse, vous en connaissez certainement, je fais une toute petite parenthèse, avec par exemple cancer du col de l'utérus, dû en grande partie à des papillomavirus, et de sous-type 16 et 18 notamment. Ça peut être également les cancers de l'estomac, dus à une bactérie, Helicobacter pylori, ou encore les hépatites B et C, responsables donc d'un grand nombre de cancers du foie dans le monde. Donc nous sommes bien d'accord, dans ces situations-là, ce n'est pas le cancer qui est transmissible, c'est l'agent infectieux qui fait dérailler les cellules qui, lui, est transmissible. Eh bien, figurez-vous qu'il existe quand même certaines situations où c'est le cancer qui est directement transmissible, c'est-à-dire que l'agent infectieux, ce sont les cellules cancéreuses elles-mêmes qui sont capables donc de se transmettre. Alors, il existe quelques exemples fascinants, notamment chez les diables de Tasmanie. Donc ces marsupiaux qui vivent en Australie, donc en Tasmanie, bien qu'on est en train de les réintroduire à l'heure actuelle dans le reste de l'Australie. Donc ce sont des animaux qui sont particulièrement agressifs. Pour faire simple, ils se mordent tout le temps. Ils se mordent quand ils sont en compétition pour une carcasse de kangourou, ils se mordent pour l'accession au partenaire sexuel, ils mordent même la femelle pendant l'accouplement, enfin ils se mordent tout le temps, et à la faveur de ces morsures, eh bien, ils vont se transmettre des cellules cancéreuses qui vont littéralement pousser d'un individu à l'autre. Donc j'ai la chance de diriger un laboratoire international avec l'université de Deakin, l'université de Tasmanie, ce qui m'amène à aller régulièrement, sauf cette année pour les raisons que vous connaissez, qui m'amène régulièrement à aller en Australie pour suivre ces animaux. Et là, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer une petite vidéo de terrain pour vous montrer que c'est quand même un très bel animal, le diable de Tasmanie. Voilà. Et donc, hélas, ces animaux sont victimes d'un cancer transmissible qui génère donc en 6 à 8 mois ces tumeurs absolument épouvantables. Vous voyez, sur cet individu qu'on a capturé il y a quelque temps, il y a même des larves de mouches, des asticots dedans, c'est surinfecté. Et donc, c'est ce cancer qui est apparu il y a 26 ans. On en est certain, hein, puisque, comme vous pouvez le voir, ce sont des tumeurs qui sont inratables. Et les biologistes australiens étudient les diables de Tasmanie depuis bien plus longtemps que 26 ans, donc ils l'auraient vu. Donc ce cancer est apparu il y a 26 ans, et du fait de sa contagiosité et de sa létalité, eh bien, il a éradiqué près de 85% de la population de diable de Tasmanie, qui est aujourd'hui donc une espèce menacée d'extinction à cause donc de ce cancer transmissible. Un autre cas de cancer transmissible concerne donc des tumeurs sexuellement transmises chez les chiens. Et cette fois, les biologistes estiment que les cellules, les lignées transmissibles sont apparues entre 6 000 à 10 000 ans. Donc si ceci vous intéresse, il y a des travaux fascinants qui sont sortis très récemment par l'équipe d'Elizabeth Murchison en Angleterre, donc dans Nature, dans eLife et dans Science. Et plus récemment a été découvert un cas de leucémie chez des bivalves. Alors au départ, c'était en Amérique du Nord et au Canada. Maintenant, on en trouve également au Japon. Il y en a un petit peu aussi dans le bassin d'Arcachon. Et donc, ce qui est fascinant avec ce cancer transmissible, c'est que les cellules tumorales eh bien, sont capables de survivre dans l'eau de mer, finalement comme les stades infectants d'un parasite. Hein. Et puis, ce qui est remarquable également, c'est que ce cancer est capable de passer la barrière des espèces, capable d'infecter plusieurs espèces de bivalves, alors que les amateurs de fruits de mer comme moi ne s'inquiètent pas, ils ne passent pas sur l'homme. Voilà, donc sachez-le, mais c'est en tout cas un cancer qui est transmissible. Actuellement, eh bien, certainement qu'on sous-estime cette quantité de cancers transmissibles. Hein. Donc, pour les biologistes de l'évolution, notamment ceux qui travaillent avec moi dans ce laboratoire international avec l'Australie, comme Beata Ejvari et notre postdoc Antoine Dujon, le vrai challenge pour nous, biologistes de l'évolution, c'est d'essayer de comprendre quel est l'orage parfait entre une espèce d'hôte et une espèce de cancer qui fait qu'une pathologie normalement non contagieuse va soudainement devenir transmissible, ce qui est finalement un cas de métastase interindividuelle, mais une fois que le processus est enclenché, c'est pas moins qu'une nouvelle forme de vie qui a été créée
par le processus cancéreux, donc une vie parasitaire, avec sa propre évolution par la suite, qui n'a plus rien à voir avec la tumeur initiale, et qui donc va évoluer avec parfois des conséquences absolument désastreuses sur les populations d'hôtes, comme c'est le cas avec les diables de Tasmanie, moins avec ce cancer transmis sexuellement chez les chiens, où là, il faut croire que 8 à 10 000 ans d'évolution ont permis certains ajustements coévolutifs entre les tumeurs moins agressifs et des autres plus résistants et tolérants. Mais en attendant d'avoir ces ajustements-là, il y a des ajustements qui sont douloureux à faire d'un point de vue des populations qui sont touchées. Alors, et quand le parfait orage est là, le perfect storm est là, ce qui est hélas le cas avec les diables de Tasmanie, on pourra en reparler plus tard si vous voulez, eh bien, il n'est finalement pas surprenant de constater que ce n'est pas un seul, mais en fait 2 cancers transmissibles qui sont apparus en 26 ans. Donc, le premier est apparu au nord-est de la Tasmanie et il a ensuite diffusé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les diables maintenant sont résistants dans cette partie-là, c'est-à-dire qu'on capture des diables et comme ils sont pucés, on les capture donc avec des pièges, avec de la viande, une fois qu'ils sont attrapés, ils sont pucés, donc on les reconnaît à coup sûr, eh bien, il nous arrive de capturer des diables qui ont des tumeurs, et 6 mois plus tard, eh bien, il n'y a même pas l'ombre d'une cicatrice, donc des diables qui sont capables d'avoir un système immunitaire capable de repousser les tumeurs. Donc là, ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a 6 ans, est apparu donc un deuxième cancer transmissible ici. Je précise qu'il est indépendant du premier. Donc, c'est vraiment une espèce qui est particulièrement vulnérable au cancer transmissible. Donc, c'est un petit peu, si vous voulez, comme dans l'histoire de la vie où on a eu des périodes qui étaient favorables à l'émergence d'espèces. On a eu donc des radiations adaptatives où on a eu des centaines de milliers d'espèces qui sont apparues en relativement peu de temps, puisque les conditions s'y prêtaient. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. On a une espèce qui est particulièrement vulnérable à l'émergence de ces cancers. Et en seulement 26 ans, ce qui n'est absolument rien en termes évolutifs, eh bien, on a déjà 2 espèces de cancers transmissibles qui sont apparues. Alors si, là encore, ceci vous intéresse, je vous encourage à lire des travaux fascinants qui ont été publiés par donc, Rodrigo Amédée, notamment, qui est donc membre de notre laboratoire international en Australie, donc lui basé à l'Université de Tasmanie, donc des travaux publiés dans PLOS Biology, un énorme papier de 36 pages, et puis plus récemment donc dans Science. Les biologistes de l'évolution s'intéressent également à l'évolution de la vulnérabilité différentielle des espèces au cancer. C'est bien connu, toutes les espèces ne sont pas identiques par rapport au risque de développer cette maladie. Et l'ensemble de cette recherche s'articule autour de ce que l'on appelle le paradoxe de Peto. Alors vous allez voir, c'est finalement très simple. L'idée de base consiste à dire que si un cancer est avant tout initié par une cellule qui déraille, eh bien les animaux de grande taille et qui vivent longtemps devraient avoir plein de cancers par rapport aux animaux de petite taille qui ne vivent pas longtemps. Et quand on regarde les données, eh bien ce n'est pas le cas. C'est pour ça que c'est un paradoxe. Et l'explication à ce paradoxe est une fois de plus l'évolution, qui propose tout simplement que les espèces de grande taille et longévives qui ont pu perdurer jusqu'à nos jours sont nécessairement des espèces qui ont été capables de mettre en place dans leur génome, dans leur physiologie, des mécanismes pour empêcher le cancer ou contrôler le cancer. Ça veut donc dire que certaines espèces ont des secrets, entre guillemets, retenus par l'évolution pour gérer les problèmes cancéreux. Donc c'est évidemment très intéressant ça, puisque pour nous, ça peut être extrêmement intéressant en tant que biologiste de découvrir quels sont ces mécanismes naturels anti-cancer. Alors à côté de la sélection naturelle, on peut aussi rêver à l'idée de faire de la sélection artificielle, de l'évolution expérimentale pour essayer de sélectionner au laboratoire des résistances anti-cancer. Alors comment? Eh bien en exposant par exemple des populations d'une espèce donnée à des quantités de mutagènes et puis de regarder au cours du temps ce qui se passe. Alors certainement que la plupart des populations, si le traitement est très agressif, ne vont pas encaisser le choc et vont disparaître. Mais par contre, si dans certaines populations, après certainement un goulot d'étranglement, on a des populations qui arrivent à gérer le problème, ça vaut le coup d'aller rechercher quels sont les mécanismes que nous aurons sélectionnés au laboratoire pour gérer les problèmes cancéreux. Alors, il est possible de sélectionner des solutions qui finalement existent déjà dans la nature. On sait par exemple qu'un des secrets de l'éléphant, qui, vous en conviendrez, une plus grande taille par rapport aux humains, un des secrets pour ne pas avoir plus de cancer que nous, c'est d'avoir 20 copies d'un gène suppresseur de tumeur, là où chez nous, humains, il y a seulement une seule copie. On peut bien sûr aussi rêver à l'idée de sélectionner des nouvelles solutions, pourquoi pas, si on utilise des quantités inédites de mutagènes et que certains arrivent à survivre, pourquoi pas envisager de sélectionner dans la diversité de ce que l'ADN est capable de produire, des solutions qui seraient inédites et qui pourraient réussir à améliorer nos thérapies.
Alors, il existe toujours des exceptions amusantes, et une de taille, c'est le ratope glabre, qui est un animal tout à fait surprenant, qui est totalement résistant au cancer, et tu vois qu'il y a un certain prix esthétique à payer pour ça. Alors, c'est un animal qui est assez amusant, parce qu'il est en fait gros comme une souris, hein, vous pouvez le tenir dans une main, comme ça. Et alors qu'une souris va guère vivre plus que 2 ans, hein, maximum, eh bien, les ratops glabres arrivent à vivre plus de 30 ans, ce qui est complètement extraordinaire pour un animal d'une petite taille comme ça. Et évidemment, pour réussir une telle prouesse, ça implique d'être totalement résistant au cancer. Et c'est le cas, hein. Cet animal est vraiment très résistant. Donc là encore, si ceci vous intéresse, je vous invite à lire les articles passionnants de Vera Korbunova et son époux Andrei Selvanov, qui sont vraiment donc des spécialistes de la résistance des ratopes au cancer. Les biologistes de l'évolution s'intéressent également à la signification phénotypique des changements chez les organismes qui hébergent des tumeurs. C'est connu d'une façon générale, lorsque nous sommes malades, nous avons souvent un cortège de traits modifiés par rapport à un état normal, et la parasitologie évolutive ainsi que la médecine ont même l'habitude de classer ces changements phénotypiques en 4 catégories. Il peut s'agir de sous-produits qui ne sont adaptatifs pour personne, hein, pas très intéressant comme option. Il peut s'agir d'adaptation de l'hôte pour lutter contre l'infection. On sait par exemple clairement aujourd'hui que la fièvre est une adaptation du corps pour rendre inhospitaliers les conditions aux virus ou aux bactéries qui nous colonisent. Dormir plus quand on est malade, on sait que ça permet de récupérer plus vite, ça permet d'allouer plus de ressources au système immunitaire. Ça peut être également des adaptations du pathogène, donc des manipulations de comportement. Alors, il existe des centaines, des milliers de cas de ce genre de manipulation dans la littérature. En parasitologie, je vais d'ailleurs vous en montrer une, puisqu'avant de travailler sur le cancer, je travaillais sur les modifications. Alors, si j'y arrive, il faut que je sorte. Voilà, modification de comportement induite par les parasites. Donc, vous avez ici un criquet qui est infecté par un ver du groupe des nématomorphes qui finit son cycle dans l'eau après s'être développé donc, dans cet arthropode terrestre. Et il va donc manipuler le comportement de l'insecte pour l'obliger en quelque sorte à se suicider en sautant dans l'eau. Vous pouvez ensuite assister à l'émergence de ce ver. Alors je précise, il n'est pas dans le tube digestif, il est dans la cavité générale. Il doit donc faire un trou pour sortir, et c'est exactement ce qu'il est en train de faire là, pour aller ensuite se reproduire. Ultime étape de sa vie, tout de même un peu de poésie. Voilà. Donc il existe, comme je disais, des centaines d'exemples, des milliers même de parasites manipulateurs, et évidemment ça peut être aussi des fois des options qui sont avantageuses aux deux protagonistes, hein. Chez ce coléoptère par exemple, infecté par des ectoparasites, eh bien l'ectoparasite va diminuer la survie, mais avant de mourir, eh bien cet insecte va se reproduire davantage, augmenter les contacts. Donc en fait il limite le coût de l'infection, mais il favorise en même temps la transmission du parasite. Donc on peut se poser la question de savoir. C'est à 20 minutes. Oui, Merci j'ai de... encore 20 minutes, c'est ça? Non? Euh, non, Non? c'est l'inverse. D'accord. Ces 20 minutes ont déjà passé sans qu'on s'en aperçoive parce que c'était passionnant. Et il va falloir bientôt conclure. Bientôt conclure, mais je pensais que j'avais plus de temps que ça, mon Dieu. Mais comme on a commencé un petit peu en retard, alors peut-être que. Mais oui, oui, enfin, Non, c'est pas à cause de ça, oui, c'est oui, parce c'est que ça, c'était 20 effectivement. minutes plus 10 minutes de questions. Ah, On peut d'accord. réduire les questions, mais on ne peut pas les annuler non plus. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, bon, la question qu'on se pose à l'heure actuelle est de savoir si les modifications phénotypiques qu'on observe chez les individus cancéreux, à qui elles profitent, à quoi ça correspond, sachant que quand on détecte une tumeur chez quelqu'un, souvent la tumeur est là depuis 5, 10, 15 ans, et donc on ignore complètement quelles étaient les modifications de phénotype chez ces individus-là et à qui elles profitaient. Donc, brièvement, ce que nous avons montré, c'est qu'il y a des choses extraordinaires chez mouches génétiquement modifiées que nous avons dans le laboratoire. Nous pouvons induire le cancer, et comme nous pouvons induire le cancer, nous pouvons regarder immédiatement après l'induction, même quand les tumeurs ne sont pas encore détectables, est-ce qu'il y a des modifications de phénotype. Et chez les femelles cancéreuses, eh bien, avant de mourir plus tôt, elles vont allouer plus de ressources aux épisodes de reproduction immédiats, exactement comme les escargots qui sont castrés par les trématodes et qui, avant d'être castrés, justement, balancent tous leurs œufs. Donc, des adaptations par ajustement des traits d'histoire de vie. Ça, je vais passer. Et donc là, un autre article tout à fait fascinant qu'on a publié dans Nature Communication il y a quelques temps avec mes collègues, on s'est aperçu que l'environnement social était complètement déterminant sur la progression du cancer. Lorsqu'une drosophile est toute seule dans son tube, le cancer progresse très vite, hein. Et ce sont des insectes en fait qui sont grégaires et évidemment
le fait d'être seul entraîne un stress et la conséquence de ce stress est une moins bonne capacité à contrôler la progression de la maladie. Mais on s'aperçoit qu'en fonction du statut sanitaire des individus qu'on pourrait ajouter, eh bien, on n'a pas du tout la même réponse sur la croissance du cancer. Si on ajoute d'autres cancéreux, eh bien, le cancer va progresser, hein, mais tout doucement. Alors que si on y met des sains, eh bien, le cancer va progresser aussi vite que quand la mouche est toute seule. Et en fait, on a évidemment creusé plus loin, on s'est aperçu que les mouches étaient victimes d'un isolement social. C'est-à-dire qu'en gros, même lorsqu'elles sont avec les autres, lorsqu'elles sont malades, elles sont seules et le cancer progresse très vite. On a montré également que du coup, les mouches malades étaient capables de préférer le groupe dans lequel la croissance de la maladie serait la plus lente. Donc tout à fait intéressant. Ce qui nous amène à nous poser la question de savoir quelles sont l'importance des processus oncogéniques dans la vraie vie, hein, dans les vrais écosystèmes, sachant que le cancer est apparu il y a longtemps, qu'il ne va pas tuer d'un seul coup les autres, hein, il se développe tout doucement, et comme il se développe tout doucement, il aurait en théorie la capacité à modifier les capacités compétitives des individus, leur susceptibilité aux pathogènes, leur vulnérabilité à la prédation et leur capacité à disperser. Et malgré ce cocktail d'effets sur des variables extrêmement importantes en biologie évolutive, eh bien, on n'a aucune idée à l'heure actuelle, une vision extrêmement naïve de l'importance des processus oncogéniques dans cette notion si importante en biologie évolutive qui est la variabilité inter-individuelle. Donc des travaux fascinants que nous menons au laboratoire. Et je ne vais pas en dire plus pour cette partie, je vais aller directement, si vous voulez bien, à ce qui est susceptible de plus vous intéresser, qui est donc... Est-ce qu'on doit faire la dernière partie ou est-ce qu'on pourrait conclure là? Non, je pense qu'elle est vraiment importante. Au moins, laissez-moi présenter la thérapie adaptative, parce qu'en fait, vous allez me dire, c'est bien beau la biologie évolutive pour expliquer d'où viennent les cancers, pourquoi les râteaux n'en ont pas, etc. Mais ce que veulent les gens, et c'est bien normal lorsqu'ils sont malades, c'est être soignés. Donc la vraie question maintenant, c'est est-ce que les sciences de l'écologie et de l'évolution peuvent permettre d'améliorer les thérapies? Et la réponse est oui, et je vais vous en présenter au moins une thérapie, celle qui est la plus aboutie. Donc déjà, je commencerai par rappeler ce que je dis tout à l'heure. La principale raison pour laquelle nous mourrons du cancer, c'est que nos thérapies vont progressivement sélectionner des variants résistants. Hélas, on sait aujourd'hui que quand on trouve une tumeur, souvent la résistance est déjà là. Et donc finalement, si on applique une grosse artillerie, eh bien, on va tout simplement venir sélectionner des variants résistants et des chimiothérapies très sévères que nous avions autrefois venaient simplement s'inscrire dans une longue liste de stratégies martiales qui oublient que la sélection naturelle et l'évolution sont une des forces les plus puissantes du vivant. Donc aujourd'hui, on sait que le cancer évolue, c'est la raison pour laquelle il nous tue, mais c'est une bonne nouvelle aussi pour les biologistes de l'évolution, parce que ça veut dire que si le cancer évolue, ça veut dire qu'on peut également apprendre à guider sa trajectoire pour l'amener justement là où son impact sera minimal sur la valeur sélective. Et donc je vais aller directement à la thérapie adaptative mise au point par le professeur Gatenby, donc, qui est membre également de notre laboratoire international basé en Floride. Et donc, en fait, il a mis en place la thérapie adaptative. Le principe est relativement simple. Si vous avez une tumeur avec des cellules susceptibles en marron ici et cellules résistantes, et que vous appliquez la dose maximale tolérée, vous allez tuer toutes les sensibles, et donc les gagnantes vont gagner 2 fois, les résistantes vont gagner 2 fois, d'abord parce qu'elles ne sont pas tuées, et ensuite parce qu'elles n'ont plus de compétiteurs. Donc, ce qu'il a mis au point, lui, avec des modèles mathématiques, eh bien, c'est il va tuer une petite proportion des cellules sensibles, de telle sorte qu'il maintient la compétition entre les sensibles et les résistantes. Donc la tumeur grossit, il rabote un petit peu, il laisse faire, elle regrossit, il rabote, etc. Et il maintient la compétition entre les cellules. Et donc ces travaux, il les a commencés avec des modèles mathématiques, il les a poursuivis sur des souris. Il traite aujourd'hui avec succès des patients atteints de cancer de la prostate métastatique résistant à la castration. Donc normalement, c'est la fin. Et donc là, il a des résultats fantastiques qu'il publie toujours dans des très grands journaux. Et les individus, les patients de sa cohorte sont toujours en vie à l'heure actuelle. Donc on n'a pas atteint la limite supérieure. Voilà, donc je vais juste conclure maintenant, puisque j'aurais bien aimé vous présenter, j'aurais été capable de vous présenter beaucoup de choses passionnantes. Et donc simplement pour vous dire que voilà, donc près de 50 ans après que le président Nixon ait déclaré la guerre au cancer, il y a eu des avancées fantastiques, il faut le reconnaître et saluer le travail fantastique qui a été fait par nos collègues. Mais malheureusement, comme vous le savez, on continue de mourir massivement du cancer et malheureusement, c'est parce que nous avons un ennemi qui a un comportement darwinien devant nous et donc plus que jamais, il est nécessaire d'avoir des équipes interdisciplinaires impliquant si possible des biologistes de l'évolution, puisque je pense que je vous aurais convaincu aujourd'hui que c'est un problème de biologie évolutive,
Alors, je ne dis pas que nous avons la solution clé en main, loin de là, je dis simplement que nous regardons la même forêt que les oncologues avec un angle peut-être un peu différent. On voit des nouveaux arbres et en travaillant ensemble, on va améliorer notre compréhension du fonctionnement de cette maladie pour mieux l'éradiquer et diminuer dans la foulée la souffrance humaine qui est associée. Voilà, si ce que je vous ai raconté vous intéressait, on a publié cet ouvrage Ecology and Evolution Cancer. J'ai écrit ce livre L'abominable secret du cancer, et ma collègue Athena Actipis aux États-Unis vient récemment de publier ce livre. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je serai ravi de répondre à vos questions.